Messieurs, dames les jurés, à quoi ressemble la vie quand on la regarde? Très bonne question, me direz-vous. Eh bien, selon les mots de Martin, la vie ressemble à ça. Quand on la regarde, elle vous fait froid jusqu'au boyau et encore plus loin. Et là, vous allez me rétorquer, mais qui est Martin? Eh bien, Martin est un jeune Parisien dans la nouvelle de Marcel Aimé, La traversée de Paris. Et ces mots furent les siens lorsqu'il découvrit l'instauration d'un couvre-feu par les Allemands durant l'occupation. Le couvre-feu. Ce terme est toujours d'actualité. En ce moment même, nous subissons un couvre-feu. Mais savons-nous vraiment ce que définit ce terme? Il puise son origine au Moyen Âge, à une époque où les foyers représentaient les feux de cheminée dans les maisons. Son usage était d'ainsi éteindre le feu dans les cheminées avant d'aller se coucher. Le brasier de la cheminée, qui représentait la chaleur et la vie dans la maison, se retrouvait alors éteint et laissait sa place au froid et à l'obscurité. À cette simple définition, on peut dire avec certitude que le couvre-feu donne froid. Il donne froid physiquement, car le feu de cheminée n'apporte plus de chaleur au corps, mais il donne également froid au moral. La chaleur humaine des individus présents n'est plus et laisse sa place à la froideur d'une pièce vide, dénuée d'humanité. Au sens premier du terme, la simple action de couvrir un feu l'éteint en le privant de l'oxygène nécessaire à sa survie. Cela laisse ainsi la place au froid. De surcroît, dans sa caractérisation actuelle, le couvre-feu ne désigne-t-il pas le signal qui indique l'heure de rentrer chez soi et parfois d'éteindre les lumières? Cette interdiction de sortir après une heure fixée ne jette-t-il pas un froid sur l'individu qui est privé de ses libertés les plus essentielles? De ce fait, le couvre-feu fige les personnes concernées en mettant leur vie sur pause. Il glace les aspirations de personnes voulant profiter de la nuit pour sortir, voir des amis, aller manger au restaurant ou tout simplement faire la fête. En somme, pour toutes ces raisons, à la question le couvre-feu donne-t-il froid? Je réponds oui. Prenons l'exemple d'un individu, disons un étudiant. À quoi ressemble sa journée type en pleine période de couvre-feu? Il se lève le matin, suit des cours toute la journée sur son ordinateur. Arrivé le soir, au lieu de sortir voir ses amis comme avant, il reste chez lui. Aucun contact social, aucune chaleur humaine. Et cela est encore pire lorsqu'il vit seul dans son petit appartement étudiant. Comment ne pas être refroidi face à cette situation? Il n'est pas étonnant de voir à quel point la jeunesse étudiante est en détresse en ce moment. Et le couvre-feu y est pour quelque chose, soyez-en sûrs. Plusieurs arguments vont en faveur du fait que le couvre-feu donne froid, et je m'appliquerai à vous les démontrer. Tout d'abord, le couvre-feu a usage sanitaire, plus particulièrement en période de crise sanitaire. Le virus qui circule de nos jours n'est pas comme le brasier ardent d'un feu de cheminée, qui apporte la chaleur et le réconfort auprès des gens. Il est plutôt la manifestation d'un feu qui consomme tout l'oxygène de la pièce. C'est un feu qui refroidit. Lorsque le gouvernement a annoncé en ce début d'année 2021 un couvre-feu à l'échelle départementale puis nationale, d'abord à 20h puis à 18h, cela a jeté un froid, non un froid physique, mais un froid social. Ayons une pensée pour nos sans-abri, pour qui le couvre-feu a créé un isolement supplémentaire. Pour eux, se protéger du virus n'est pas une priorité. Des préoccupations sont plus importantes, comme se nourrir convenablement ou dormir au chaud. Ce couvre-feu oblige certaines préfectures à lancer le plan grand froid, dans le but d'aider les sans-abri plus en détresse que d'habitude, à cause du couvre-feu. Alors oui, on peut aisément affirmer que le couvre-feu donne froid, mais pas froid à n'importe qui. Froid à des gens en particulier. Froid à des gens qui n'ont pas les armes nécessaires pour se protéger. Froid à des gens qui n'ont pas le courage de retrouver sitôt leur foyer. Par ailleurs, le couvre-feu n'est pas seulement utilisé en cas de crise sanitaire. L'histoire a connu de nombreux épisodes de couvre-feu
qui ont été utilisés afin d'éteindre le feu d'une révolte ou d'une contestation politique. 14 juin 1940, dès le début de l'occupation de Paris par les Allemands, un couvre-feu est instauré pour le peuple parisien afin de refroidir tout espoir de rébellion. 8 novembre 2005, lors des émeutes dans les banlieues, quelques villes mettent en place un couvre-feu pour calmer l'ardeur grandissante des révoltes populaires. Plus récemment, le 31 mai 2020, la mort de George Floyd embrase une partie des métropoles américaines, manifestant contre le racisme et les violences policières. Plusieurs couvre-feux sont ainsi mis en place pour refroidir ce bouillonnement populaire. Ces événements, qui ont nécessité la mise en place d'un couvre-feu, sont tous la manifestation d'un feu populaire qu'il a fallu couvrir pour éviter à la société entière de s'embraser. En empêchant le feu de s'étendre, cette mesure a en quelque sorte gelé les contestations et figé tout espoir de révolte. Alors, encore une fois, on peut aisément affirmer que le couvre-feu donne froid. Il donne froid aux contestations politiques, il éteint les feux qui s'élèvent contre une idée, contre un système ou contre une politique. Par ailleurs, avant la crise sanitaire actuelle, le terme de couvre-feu était déjà dans la culture synonyme de désespoir et de contrainte, qui présageait rien de plus qu'un avenir glacial. J'ai tout de suite un poème de Paul Éluard qui me vient en tête, intitulé Couvre-feu, qu'il a écrit tout comme Marcel Aimé à la suite de l'occupation de Paris par les Allemands. Il y décrit les rues barrées et la ville matée lorsque la nuit était tombée. Mais surtout, il y décrit les gens enfermés, affamés et désarmés. Vous voyez bien, messieurs, dames les jurés, que ce poème est loin d'être chaleureux. Ce poème est un exemple parmi tant d'autres d'œuvres culturelles qui évoquent la pratique du couvre-feu. Je n'ai eu le temps d'en évoquer que quelques-uns, mais je peux vous assurer que l'immense majorité de ces œuvres traitent le couvre-feu comme quelque chose de négatif pour l'humanité et qui donne forcément froid. De plus, je suis prêt à parier avec vous qu'à l'avenir, lorsque nous aurons du recul sur le couvre-feu sanitaire actuel, ces œuvres qui parleront de cette mesure ne seront que critiques vis-à-vis de celle-ci. Ces œuvres se remémoreront alors à quel point la vie sous le joug du couvre-feu était glaçante. Avec tous ces arguments en faveur du froid que donne le couvre-feu, il convient de s'interroger aussi sur les arguments en défaveur de cette thèse. Il s'agit de montrer leur absurdité et leur manque de cohérence. Les fervents défenseurs du couvre-feu, notamment en cette période de crise sanitaire, proclament haut et fort que cette mesure permet de lutter contre l'épidémie en empêchant les gens de se réunir le soir, d'éviter les attroupements nocturnes et qu'il n'a pas d'impact particulier sur la vie sociale des individus. Les gens confinés chez eux le soir trouveraient alors chaleur et réconfort auprès de leur famille. De plus, au lieu d'aller voir leurs amis le soir sur la terrasse d'un bar, ils peuvent très bien partager derrière un écran un verre avec eux. Et vous voyez bien que c'est absurde. Cette mesure retire tout contact social, toute chaleur humaine dans nos interactions de tous les jours. Le couvre-feu isole plus qu'il ne rassemble. De telles mesures donnent forcément froid dans le dos. Si son principe même est d'atténuer le feu pour éviter sa propagation, alors oui, que voulez-vous que le couvre-feu donne de plus qu'une sensation de froid? Quand le simple fait de vivre est vécu comme une abréviation, comment voulez-vous que les gens gardent leur sang-froid? Merci.